Aujourd'hui, on va descendre un petit peu dans le sud, dans le Gard plus exactement, dans la cité médiévale d'Aigues-Mortes. Vous connaissez un petit peu ? Oui, tout à fait. On y est allé l'année dernière d'ailleurs. Exactement, avec Marc. Quelle coïncidence. Eh bien, la construction la plus fameuse d'Aigues-Mortes, c'est la tour de Constance. C'est une magnifique fortification qui a été édifiée pour protéger le port et la cité, et qui fait 22 mètres de diamètre, 33 de hauteur, qui a des murs épais de 6 mètres et qui est ceinte de douves. Elle a été construite par Louis IX, Saint-Louis, donc en l'an 1242, à l'occasion de la 7e croisade. C'est pour ça qu'on a vu la statue de Saint-Louis. Tout s'explique. Tout Merci s'explique. Voilà. Ça a été le départ de la 7e et de la 8e croisade, et elle a été érigée à l'emplacement de l'ancienne tour Matefer en plein marais, qui avait été construite par Charlemagne précédemment. Elle a abrité la garnison du roi, mais ce que l'on ignore, enfin ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'elle a été aussi le lieu de détention d'hérétiques. Au début du XIVe siècle, en 1307, 45 Templiers ont été détenus et soumis à la question, avant d'être exécutés. Mais en fait, le lieu est plus connu pour avoir été une prison pour femmes protestantes du Languedoc, principalement au XVIIIe siècle. Je vais faire un petit récapitulatif de l'histoire protestante, pour ceux et celles qui l'ignorent. L'acte de naissance de la Réforme, c'est le 31 octobre 1517, quand le moine Martin Luther publie les 95 thèses dénonçant les travers de l'Église catholique romaine. Donc, pour résumer les principales thèses, en fait, le protestantisme proclame que l'autorité de l'Église ne vaut rien, en fait. C'est la relation à Dieu qui prime. Seul Dieu est divin, donc on ne rend pas un culte ni au Saint ni à la Vierge Marie. Et la grâce provient uniquement de Dieu aussi. On ne peut pas l'acheter par des indulgences comme ça se pratiquait couramment dans la religion catholique. C'est-à-dire qu'on fait des dons à l'Église pour sauver son âme et racheter ses péchés. Non, là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Au départ, la religion réformée fait scandale, mais elle se répand très rapidement à travers l'Europe au cours du XVIe siècle et devient religion d'État pour certains royaumes qui souhaitent notamment prendre leur indépendance vis-à-vis du pape. Et donc c'est le cas de beaucoup de princes allemands dans le Saint-Empire romain germanique par exemple. Et c'est le cas en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas, voilà, où différentes formes de protestantisme se développent. Et aussi en France. Alors en France, la cohabitation entre religion catholique et protestante se passe très mal puisqu'elle engendre 8 guerres de religion de 1562 à 1598. Voilà, et l'événement le plus dramatique de ces guerres de religion est le massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. En fait, c'est un gigantesque massacre de protestants par les catholiques qui commence à Paris et qui va se répandre en province en plusieurs mois, qui fera entre 10 000 et 30 000 victimes, ce qui était quand même pas mal pour l'époque. Oui, quand même, ouais. Ça fait du ménage. Voilà. La plupart des victimes ont été le fait de milices catholiques, donc à chaque fois, enfin, même s'il y a eu des meurtres entre voisins, c'était quand même, pour la plupart, des victimes de factions armées organisées, comme pendant les guerres. Vous pouvez lire notamment le livre de l'historien Jérémy Foa, Tous ceux qui tombent, qui explique très bien tout ça. Voilà, donc les guerres de religion prennent fin à la fin du XVIe siècle. En avril 1598, Henri IV proclame l'édit de Nantes qui, même si le catholicisme reste la religion d'État, accorde certains droits aux protestants. Voilà, qui leur permet de prospérer à nouveau, ou en tout cas de ne plus être menacés et de pratiquer leur religion ouvertement. Malheureusement, un petit siècle plus tard, Louis XIV, en octobre 1685, par l'édit de Fontainebleau, abroge l'édit de Nantes. Parce que on est dans un siècle d'absolutisme du pouvoir royal qui ne tolère donc qu'un seul roi et qu'un seul Dieu. Pas question, voilà. Et sachant que là, je parle de la religion protestante, mais ça concerne bien évidemment toutes sortes de formes d'hérésie, la religion juive, bon. Le catharisme, ce n'était plus au goût du jour, ça n'existait pas vraiment, mais voilà. Voilà. Mais voilà, c'est dans l'idée. Donc, pendant cette période d'un siècle, le catholicisme redevient religion officielle et obligatoire, c'est-à-dire que quand on est protestant, bon, non seulement il y a ce qu'on appelle des dragonnades, c'est-à-dire que les protestants et les juifs peuvent être forcés à se convertir, attaqués, pillés ou expulsés de France. Bon, il y a eu diverses modalités, mais en fait, ils n'ont pas droit à un état civil. Pour être inscrit en tant que citoyen, on est obligé de fréquenter l'église.
Donc, beaucoup de protestants mènent une double vie. Ils sont à la fois inscrits en tant que catholiques dans leur village, mais pratiquent en secret le protestantisme. C'est ce qu'on appelle la période de l'Assemblée du désert. Ça fait référence à l'épisode biblique de Moïse qui traverse le désert en attendant des jours meilleurs. Et c'est l'édit de Versailles en 1787 qui va permettre à nouveau aux protestants de pratiquer librement leur religion. Bon, c'était juste avant la Révolution, comme vous le voyez. C'était une époque de changement, enfin l'absolutisme du pouvoir royal ne tenait plus du tout, donc on a commencé à lâcher du lest sur les droits individuels et politiques. Après, à la Révolution, il y a eu encore beaucoup d'autres bouleversements qui ont donné cette fois-ci les pleins droits aux protestants et aux juifs en tant que citoyens. Pas en tant que membre de cette religion. Attention, c'est un petit peu différent, mais voilà. Ça fait partie d'autres subtilités que je ne vais pas creuser parce que je ne les ai pas assez travaillées et on manque un peu de temps. Ce sera pour une prochaine fois, qui sait. Voilà. Toujours est-il qu'on revient à la tour de Constance. Elle a servi donc à enfermer des prisonniers protestants dès 1686. C'est un groupe de protestants de Nîmes qui sont enfermés et d'ailleurs qui s'en évadent en 1705. Voilà. 17 détenus ont réussi à casser une fenêtre, enfin, à agrandir une des meurtrières et à se jeter dans les douves apparemment pour... Voilà. C'est bien la peine de faire des murs. Bon, mais là, c'était dans les débuts. Suite à cette évasion, donc, les procédures d'enfermement ont été renforcées. Et en plus, on a décidé d'en faire une prison exclusivement féminine. Voilà. C'est pas spécialement courageux, mais c'était les femmes qui ont été enfermées et qui étaient surveillées par des gardes armés, donc qui ne pouvaient strictement rien en fait. Et je vais maintenant vous parler de la plus célèbre des prisonnières, elle s'appelle Marie Durand. Marie Durand est née en 1711 au Boucher de Prandles, c'est en Ardèche, donc je sais pas si vous connaissez ce petit village. Boucher de Prandles, ça me dit rien là Boucher comme de ça. Prandles, non. Attends, Bon, je vais c'est un regarder tout petit village. Les gens de Boucher de Prandles, si vous nous entendez, big up. Donc elle vient d'une famille de paysans qui est assez aisée et cultivée, puisque son père est greffier consulaire, et son frère, qui est Pierre Durand, qui est un peu plus âgé qu'elle, est pasteur au désert itinérant. Voilà, il est né en l'an 1700, et il commence à prêcher très jeune. En l'an 1719, en fait, lors d'une cérémonie dans la garrigue, ils ont été dénoncés à attaquer par des soldats du roi. À ce moment-là, sa mère est arrêtée et emprisonnée. À Montpellier, elle va mourir en prison. Alors, c'est le début des drames pour la famille, puisque c'est en l'an 1730, à 19 ans, c'est au tour de Marie d'être emprisonnée. Elle a été mariée au printemps à un certain Mathieu Serre, mais ils vont tous les deux être arrêtés, parce qu'elle est la sœur de Pierre Durand, donc, qui est très connu en tant que pasteur itinérant, et que les forces royales cherchent à pister et à attraper, sans succès. Donc ils sont tous les deux jetés en prison. Lui au fort de Brécourt, elle à la tour de Constance, et ils ne se reverront plus jamais. Le père de Marie et Pierre est aussi jeté en prison, voilà. Sachant que son père et son mari ont été relâchés 15 ans et 20 ans plus tard, parce qu'ils étaient devenus vieux, mais ils ne se sont plus revus, voilà. Parce que... Pour ceux que ça intéresse, le Boucher de Prandles, déjà c'est écrit B-O-U-S-C-H-E-T. C'est au nord de Privas, entre Saint-Sauveur de Montagu et Privas plus ou moins. Et effectivement, il y a là-bas le musée du Vivarais protestant, si jamais il y en a qui veulent faire du tourisme par là-bas. Voilà, donc il est noté 4,6 étoiles sur 5 sur Google. Il y a même son propre musée qui s'appelle musée-vivarais-protestant.org. Voilà, sur ce, tu peux continuer, Sven, c'était la petite parenthèse. Voilà, je continue. Donc, comme je disais, Pierre Durand finit par être arrêté et il sera pendu à Montpellier en 1732. Okay. Donc la famille est décimée et Marie Durand va rester très longtemps en prison. Elle va y rester jusqu'en 1768, donc pendant 38 ans. Et en fait, elle sera libérée à la faveur d'une décision du gouverneur local qui était ému du sort des prisonnières. Il faut savoir que les persécutions protestantes, elles ont été très variables au cours du siècle. C'est-à-dire, il y a eu des périodes de chasse au gré des bouleversements politiques et d'autres d'accalmie. On fermait plus ou moins les yeux sur les activités religieuses illicites. En 1761, il y a eu l'affaire Calas, donc je la rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Jean Calas, un protestant, est accusé d'avoir tué son fils qui souhaitait se convertir au catholicisme. En fait, ce n'est pas vrai, son fils s'est suicidé.
Calas est condamné à être torturé et brûlé vif en 1762. Sympa. Donc cette mort Ça s'amusait, les atroce, catholiques. Hein. voilà, cette mort atroce choque pas mal l'opinion, notamment Voltaire qui se fonde d'un traité sur la tolérance dans lequel il fustige les bourreaux catholiques. Bon, c'est l'époque des Lumières, on commence à dire que franchement l'esclavage ce n'est pas terrible quand même, surtout quand c'est pratiqué à l'échelle industrielle comme c'est le cas par l'Europe dans ses colonies, et que bon, il ne faut pas torturer les gens en raison de leur religion et encore moins les exécuter. Donc Pas mal. voilà, et que faire retenir dans une tour sombre et humide des femmes pendant des décennies qui n'ont commis aucun crime, ce n'est pas très sympa non plus. Donc les dernières prisonnières de la tour de Constance vont être libérées en décembre 1768. Voilà, donc Marie Durand fait partie de celles qui ont passé le plus de temps, 38 ans. Il y en a même qui ont été emprisonnées pendant 40 ans. Ah ouais. Et oui, la plus ancienne, c'est celle qui a passé le plus de temps, c'était Marie Robert, Ok. qui est entrée en 1723. 40 ans et 4 mois exactement. Les prisonniers, en fait, politiques protestants, pouvaient en fait abjurer leur foi et être libérés après avoir fait acte de contrition, voilà. Ce que certaines ont choisi aussi de rester dans la tour et ils sont morts. Il y a même des femmes qui ont accouché dans la tour et qui sont restées avec leurs enfants. Génial. Des jeunes filles qui ont passé toute leur enfance dans la tour et qui ont été libérées à 16 ou 18 ans, par exemple. Ouais, c'est glauque. Oui, c'est très glauque comme histoire, sachant que bon, c'était une tour sombre et humide, qu'ils n'avaient quasiment pas le droit de sortir, juste d'aller prendre un peu l'air dans la cour ou à l'extérieur au dernier étage, mais voilà, c'était pas, il n'y avait pas énormément d'espace, quoi. Ouais. Pas foufou, Beaucoup de promiscuité, le fait d'être surveillé en permanence par les gardiens, justement pour que personne ne se sauve en sautant par les douves. Et si Marie Durand nous est plus connue aujourd'hui, c'est parce que notamment elle a tenu une correspondance. Elle faisait partie des femmes lettrées de la tour. On a une 50aine de lettres d'elle qui nous sont parvenues. Donc c'est essentiellement des lettres à sa nièce Anne, donc qui a grandi à Genève en Suisse puisqu'elle s'y est réfugiée avec sa mère. Au pasteur Paul Rabot, pasteur au désert, donc qui a lui aussi une vie assez mouvementée puisqu'il a été plusieurs fois recherché, il a sa tête mise à prix. Okay. Et d'autres fois, comme je vous ai dit, laissé tranquille selon les périodes. Selon l'humeur du moment. Voilà, selon l'humeur du moment. Elle a même écrit à Madame de Pompadour aussi, donc, et à chaque fois dans ses lettres, elle décrit la dureté de leurs conditions de vie, sa foi renouvelée dans le protestantisme, et elle réclame, voilà, la dignité et des droits égaux pour elle et ses compagnes d'infortune. Elle a toujours dit qu'elle n'abjurerait jamais et elle a tenu parole, en fait. Elle a été libérée sans renier sa foi. Mais bon, elle est morte 8 ans après sa libération, en 1776, et elle était très vieillie prématurément et très affaiblie par toutes ces années de captivité. Ah, tu m'étonnes. Je vais parler un peu de la diaspora protestante maintenant, parce que, comme vous voyez, si on n'abjurait pas sa foi, il n'y avait pas 36 solutions. Donc, soit on était emprisonné, soit on était exécuté, soit on était exilé. Alors, il y a énormément de protestants qui sont partis d'eux-mêmes pendant ce siècle. Donc, on évalue à 100 000 ou 200 000 personnes qui sont parties. Donc, dans les pays voisins, essentiellement en Suisse, dans les Pays-Bas, ou en Angleterre, ou en Allemagne aussi. Mais il y a également eu des départs forcés. C'est-à-dire que, généralement, les hommes, quand on ne les exécutait pas, on les envoyait aux galères. Ok. Bien fait. Par exemple, il y a un ex-galérien qui est devenu très célèbre en son temps en publiant un livre en 1757. Alors, c'est un nommé Jean Marteil de Bergerac qui est né en 1684 dans le Périgord et qui est mort aux Pays-Bas. Il a été galérien durant 12 ans, de ses 17 à 29 ans. Parce que c'était un jeune homme issu d'une famille bourgeoise dont la propriété avait été attaquée pour les forcer à se convertir. Donc on a enlevé ses frères et sœurs plus jeunes pour les placer en couvent. Et lui, il a réussi à s'enfuir et à traverser la France avec un camarade avant d'être rattrapé et envoyé aux galères. Ah ouais. Et il a été libéré suite à une transaction politique avec la reine d'Angleterre. Et c'est là qu'il s'est installé d'abord en Suisse avant de migrer vers les Pays-Bas. Voilà. Et il a publié ses mémoires, donc Mémoires d'un galérien sous le roi Soleil, qu'on peut retrouver en livre, comme les lettres de Marie Durand, en fait. Voilà, Marie Durand, c'est plus la résistance passive, et Jean Marteil, c'est plus, voilà, si vous voulez, une ambiance à la Pirate des Caraïbes, parce que il parle du monde des galériens. Donc, il y a des histoires de tempêtes, de pirates, de naufrages.
en 12 ans et des portraits des différents Galériens aussi, parce qu'il y avait autant de prisonniers politiques que des voleurs, des tueurs ou toutes sortes de personnages. Trop cool. Ok, cool. Et qu'est-ce qui t'a inspiré cette chronique? Alors, ce qui m'a inspiré cette chronique, ça va être le mot de la fin, j'aurais dû commencer par là. C'est un mot qu'on a trouvé sur la margelle du puits au premier étage de la tour. Un seul mot, un seul, régister. Ça signifie résister en patois du Vivarais et qui a été attribué à Marie Durand, justement. Ces femmes anonymes sont devenues un symbole de la résistance pacifique pour le droit à l'autodétermination, voilà, de sa propre ethnie ou religion. Et ce terme aussi a été plus tard pris en symbole par un groupe de résistants dont l'une était, pendant la Seconde Guerre mondiale, dont l'une était d'origine protestante. Et qui s'en est référé donc à l'histoire de Marie Durand, mais je vous la raconterai un autre soir. Les souffrances traversées par les protestants durant ces siècles les ont inspirés, parce que maintenant, aujourd'hui, être protestant, les protestants n'encourent plus aucun danger. Hein. Mais au contraire, le souvenir des persécutions doit nous mettre en garde contre les persécutions envers n'importe qui, en fait. N'importe quel groupe est susceptible, voilà, de devenir bouc émissaire s'il se trouve minoritaire ou si on se trouve dans telle ou telle configuration politique qui va lui être défavorable. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et réfléchir surtout. Pour compléter ma chronique, en fait, si vous vous intéressez à l'histoire protestante, je vous informe que vous pouvez aller consulter le site du musée du désert qui se trouve à Mialet dans le Gard. Voilà, vous aurez plein d'informations donc sur les recluses de la Tour de Constance, sur les galériens, sur la diaspora protestante et sur l'histoire du protestantisme des débuts de la Réforme à nos jours. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.